Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur RGDE Nouvelles. L'info sans détour, une analyse objective. Au cœur de l'actualité, ce mardi 7 octobre 2025, nous décryptons les dynamiques complexes qui redessinent le paysage politique et sécuritaire haïtien. De la justice internationale qui frappe un grand coup contre l'impunité, aux tensions locales qui paralysent la vie quotidienne, l'heure est à l'analyse des défis et des réponses apportées par l'État et la communauté internationale. Les nouvelles qui suivent illustrent parfaitement la situation à plusieurs visages d'Haïti. D'un côté, une avancée judiciaire majeure sur la scène internationale offre une lueur d'espoir dans la lutte contre ceux qui alimentent la violence. De l'autre, la réalité sur le terrain demeure précaire, comme en témoigne la paralysie d'une ville entière dont on parlera tout à l'heure. Face à cela, le gouvernement tente de réaffirmer son autorité, tandis que sur la scène diplomatique, un appel poignant est lancé pour combler le fossé entre les besoins humanitaires, dois-je dire, et le soutien international. Voici les grands titres que nous développons pour vous. Justice internationale. La condamnation de Gérald Nicolas au Canada pour terrorisme, saluée par les États-Unis comme une avancée majeure vers la fin de l'impunité pour ceux qui cherchent à déstabiliser Haïti. Insécurité locale. La ville de Saint-Marc est paralysée par des violences armées, forçant la fermeture des écoles et des commerces dans un climat de panique généralisée. Action gouvernementale, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé inspecte les travaux de revitalisation à Port-au-Prince, affirmant la volonté de l'État de restaurer l'ordre et la vie institutionnelle. Diplomatie et crise humanitaire. Depuis Genève, Haïti lance un appel urgent aux Nations Unies pour un soutien accru face à une violence endémique et un plan humanitaire financé à seulement 10%. Nous développons ces titres pour vous dans un instant. Commençons par la condamnation pour terrorisme, un coup porté à l'impunité. Nous commençons avec une décision de justice d'une portée considérable. La condamnation au Canada d'un citoyen canadien d'origine haïtienne pour avoir planifié une insurrection armée en Haïti envoie un signal fort de la part de la communauté internationale. L'ère de l'impunité est révolue. C'est une victoire symbolique et concrète dans la lutte contre ceux qui, depuis l'étranger, orchestrent la déstabilisation du pays. Gérald Nicolas, un citoyen canadien de 54 ans, originaire de Lévis au Québec ou vivant à Lévis au Québec, mais originaire d'Haïti, a été condamné par la Cour supérieure du Québec à une peine de 5 ans de prison. Le verdict tombé le 1er octobre dernier le reconnaît coupable d'avoir quitté le Canada dans le but de faciliter une activité terroriste. Le plan de Nicolas, élaboré entre 2020 et 2021, visait à organiser une révolution armée pour renverser le gouvernement du président de l'époque, Jovenel Moïse. Pour ce faire, il avait entrepris plusieurs voyages en République dominicaine et en Haïti. Sur place, il a tenté d'acquérir des armes, de recruter des partisans et a même loué un terrain près de la frontière pour y établir une base d'opération. La réaction internationale ne s'est pas fait attendre. Les États-Unis ont officiellement salué cette condamnation, la qualifiant d'avancée majeure vers la fin de l'impunité. Washington a également appelé les autres nations à suivre cet exemple pour tenir responsables tous ceux qui menacent la stabilité d'Haïti, la stabilité régionale. Cette position est partagée par les autorités canadiennes. Le directeur du service des poursuites pénales du Canada, SPPC, Georges Dolaye, a déclaré que cette affaire était un complot visant à compromettre la stabilité d'un gouvernement étranger avant de lancer cet avertissement, je cite, « Quiconque est prêt à prendre des mesures pour inciter à des conflits armés afin d'atteindre ses objectifs, que ce soit au Canada ou à l'étranger, sera traduit en justice. » Fin de citation. Si cette victoire judiciaire internationale marque un point, elle souligne aussi le fossé qui la sépare de la réalité sur le terrain, où la violence continue de dicter le quotidien de nombreux Haïtiens, comme nous le voyons à Saint-Marc. Parlons de Saint-Marc.
Saint-Marc sous haute tension. La violence paralyse la ville. La situation qui a prévalu hier à Saint-Marc est une illustration frappante de la fragmentation de la sécurité en Haïti. Les affrontements entre groupes armés ont non seulement semé la terreur, mais ont aussi directement paralysé l'éducation des enfants et l'activité économique, montrant à quel point la vie civile est devenue une ligne de front. La journée du lundi 6 octobre a été marquée par une atmosphère de panique dans la cité de Nissaj-Saget. Des échanges de tirs nourris ont éclaté entre un groupe d'autodéfense soutenu par des résidents armés de Pont-Sondé et d'autres civils lourdement armés. Ces violences s'inscrivent dans un contexte d'insécurité chronique, exacerbé par l'influence de gangs comme Grand Griffe. Les conséquences sur la population ont été immédiates et sévères, forçant les habitants à se terrer chez eux et à déserter les rues. Les images que vous allez voir à l'écran ne sont pas de qualité, mais ça vous donnera une idée de l'ensemble d'élèves forcés à quitter leur école, se retrouvant dans la rue, en train de prendre toutes sortes de directions. École fermée, de me répéter. Les assaillants ont spécifiquement ciblé des établissements scolaires, exigeant leur fermeture jusqu'à nouvel ordre. Les directions d'école, craignant pour la sécurité des élèves, ont procédé à des évacuations d'urgence. L'économie aussi en est atteinte. À l'arrêt, le secteur économique a été totalement paralysé. Les banques commerciales ont suspendu leurs opérations et de nombreuses entreprises ont dû baisser leur rideau de fer face à la menace. Derrière cette flambée de violence, une revendication a émergé. Le groupe d'autodéfense exige l'égalité face à l'insécurité, dénonçant le fait que les élèves des zones contrôlées par les gangs ne peuvent pas se rendre à l'école contrairement aux autres. Pendant que des villes comme Saint-Marc sont en proie au chaos, le gouvernement s'efforce de projeter une image de contrôle en réinvestissant les espaces symboliques de la capitale. En effet, l'État réinvestit le cœur de la capitale Port-au-Prince. Dans un geste à haute portée symbolique, le Premier ministre s'est rendu au cœur administratif de Port-au-Prince. Plus qu'une simple visite de chantier, cette action est une tentative du gouvernement de démontrer sa capacité à reprendre le contrôle, à assurer la continuité de l'État et à amorcer un retour à la normale malgré une crise sécuritaire qui persiste. Ce lundi 6 octobre 2025, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a effectué une visite de terrain au centre-ville de Port-au-Prince et plus particulièrement sur le Champ de Mars. Vous pouvez voir les images à l'écran. L'objectif était de constater personnellement l'avancement des travaux de réhabilitation et de redynamisation urbaine. Ces chantiers visent à favoriser le retour progressif des institutions publiques dans le cœur administratif de la capitale, un symbole fort de la permanence de l'État. Cette visite s'est déroulée juste après la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2025-2026, un double engagement qui renforce le message d'une reprise de la vie institutionnelle dans le pays. À cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé la détermination de son gouvernement sur plusieurs fronts. Il a souligné son engagement à combattre l'insécurité et soutenir la Police nationale d'Haïti, la PNH. Créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, inclusives et démocratiques, rétablir durablement l'ordre public et restaurer la confiance des citoyens dans les institutions. Cependant, ces efforts nationaux pour restaurer l'autorité de l'État nécessitent un soutien international conséquent. Un soutien qu'Haïti est allé plaider avec force sur la scène mondiale. Vous avez appris, pas mal de décisions ont été prises en faveur d'Haïti à l'ONU la semaine passée, à l'OEA les jours d'avant. Eh bien, Haïti, en plus de tout cela, lance un appel à la solidarité internationale à Genève. Le dernier volet de notre segment aujourd'hui nous emmène à Genève, où la diplomatie haïtienne a exposé sans détour la réalité de la crise humanitaire. L'intervention de sa représentante met en lumière le décalage critique entre l'urgence des besoins sur le terrain
et une réponse internationale qui reste dramatiquement insuffisante. Lors de sa 60e session du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadrice et représentante permanente d'Haïti, Anne-Catherine Lassègue, a dressé un tableau lucide et sombre de la situation. Elle a décrit un quotidien où la violence pèse lourdement sur la vie de la population, tout en soulignant les efforts du gouvernement pour rétablir la sécurité. Le point le plus alarmant de son intervention concerne le financement de l'aide. Malgré une allocation de 9 millions de dollars du Fonds d'urgence de l'ONU, près de 90% du plan de réponse humanitaire pour Haïti demeure non financé. C'est un manque criant face à l'ampleur des besoins. Pour marquer les esprits, l'ambassadrice a utilisé des mots forts, déclarant, je cite, « Chaque jour gagné sur la peur est un jour rendu à la vie. » Fin de citation. Elle a également lié directement l'éducation à la paix en affirmant « Un enfant qui apprend est une violence qui recule. » Fin de citation. Son discours s'est conclu par un appel vibrant à la communauté internationale, l'invitant à transformer l'urgence en espérance. Elle a rappelé que le respect des droits humains est la clé du développement et de la sécurité durable en Haïti. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du premier segment de nouvelles. Restez branchés. Nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Voici les principaux titres qui seront développés à ce deuxième segment de nouvelles. Sécurité nationale. Le gouvernement renforce la police avec un soutien international, mais le système judiciaire est au bord de l'effondrement. Crise de gouvernance. 2 ministres en fonction sont visés par des accusations de corruption, mettant à l'épreuve la crédibilité de l'État. Fracture sociale, une campagne de boycott contre les artistes haïtiens divise profondément la société et sa diaspora. Commençons par la sécurité nationale. Entre renforcement policier et effondrement judiciaire, la justice sécuritaire en Haïti présente une dualité profonde et préoccupante. D'une part, le gouvernement, appuyé par ses partenaires internationaux, déploie des efforts considérables pour renforcer les capacités de ses forces de l'ordre. D'autre part, le pilier judiciaire de l'État, essentiel à toute démocratie, est paralysé, quasiment à l'arrêt. Ce paradoxe critique entre un bras armé en cours de reconstruction et un bras judiciaire en voie d'effondrement met en péril toute perspective de stabilité durable pour le pays. Le renforcement de la police nationale d'Haïti, PNH. Le lancement de la formation pour la 35e promotion de la PNH dont nous avons parlé au bulletin d'hier envoie un signal fort. Cet effort est d'autant plus crucial que le contexte est particulièrement meurtrier pour les forces de l'ordre. 33 agents ont été tués en un an, dont 16 depuis janvier 2025. C'est dans ce climat que le 5 octobre 2025, 892 recrues, dont 731 hommes et 161 femmes, ont entamé un programme de formation intensive de 4 mois à l'École nationale de police. Cet effort bénéficie d'un soutien international notable. Les États-Unis financent cette formation en introduisant une nouvelle approche moderne axée sur la lutte contre les gangs et la protection des communautés. De son côté, la France a également réaffirmé son appui à cette initiative. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des plus hautes autorités de l'État et de la communauté internationale, notamment le conseiller président Leslie Voltaire, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le commandant en chef de la PNH André Jonas Vladimir Paraison, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis Henry Wooster, l'ambassadeur du Canada André-François Giraud. Il y a controverse et drame au sein de la PNH. Une controverse
et un drame assombrissent cette initiative. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a vivement dénoncé un processus de recrutement qu'il juge opaque et non contrôlé. Cette critique a pris une tournure tragique avec le décès de l'aspirant Charles Widensky dès son premier jour d'orientation à l'académie. Face à ce drame, le syndicat a formulé des exigences claires: le renvoi immédiat de l'équipe médicale jugée défaillante et l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès. L'état critique du système judiciaire. Cette paralysie judiciaire dont nous avons parlé un peu plus tôt risque de rendre vains les efforts de renforcement de la PNH. En effet, même si les nouvelles recrues parviennent à arrêter des criminels, l'incapacité des tribunaux à les juger et à les condamner crée un cycle d'impunité qui anéantit la chaîne pénale. Selon Maître Martel Jean-Claude, président de l'Association des professionnels magistrats, APM, l'appareil est tout simplement paralysé. La cause principale de cet effondrement est l'emprise des gangs. À Port-au-Prince notamment, plusieurs tribunaux ont été vandalisés, pillés ou sont désormais sous le contrôle direct des groupes armés, rendant toute distribution de la justice impossible. À cette paralysie sécuritaire s'ajoute un manque criant de moyens financiers. Les fonds alloués au pouvoir judiciaire oscillent autour de 1% du budget national, une somme jugée totalement insuffisante. L'APM plaide pour que ce budget soit porté à un niveau avoisinant les 4% afin de permettre au système de fonctionner dignement. Ces défis sécuritaires sont donc exacerbés par des crises profondes de gouvernance qui minent la confiance des citoyens envers leurs institutions. Gouvernance, parlons maintenant d'accusations de corruption au plus haut niveau de l'État. Détrompez-vous, nous n'allons pas parler des conseillers présidents, des cas dont on a parlé, dont il était question dans l'actualité un an de cela environ. La confiance dans les institutions publiques est la pierre angulaire de toute société fonctionnelle. Or, en Haïti, cette confiance, je vais dire aujourd'hui, mais c'est pas seulement aujourd'hui, est gravement menacée par des allégations de corruption visant des membres du gouvernement. Ces soupçons surviennent à un moment où la cohésion nationale est plus que jamais essentielle pour affronter les multiples crises qui frappent le pays. Des ministres dans le viseur, 2 ministres en fonction, sont au cœur de la tourmente. Il s'agit de Georges Wilbert Frank, ministre des Affaires sociales et du Travail, et Jean-Michel Moïse, ministre de la Défense. Dès le mois de juin, plusieurs organisations de défense des droits humains ont formellement saisi l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, de dossiers de corruption présumés. Critique contre l'ULCC aussi, et appel à l'action. Face à l'absence de progrès visible, ces mêmes organisations dénoncent aujourd'hui la lenteur de l'ULCC. Elles évoquent une justice à 2 vitesses, pointant du doigt des risques d'interférence politique et de conflits d'intérêts au sein même de l'institution anticorruption. En conséquence, elles lancent un appel solennel au Conseil présidentiel de transition, dit CPT, et au gouvernement pour qu'il procède à la suspension immédiate des 2 ministres mis en cause. Selon elle, cette mesure est indispensable pour préserver la crédibilité de l'État. Les organisations préviennent que le silence prolongé de l'ULCC sur cette affaire pourrait être interprété non pas comme de la prudence, mais comme une forme de complicité passive face à la corruption. Alors que les institutions étatiques sont ébranlées par cette crise de confiance, les fractures se manifestent également au cœur de la société civile et de la diaspora, qui se déchirent sur les stratégies à adopter face au chaos. Cela fera l'objet du prochain point de ce segment de nouvelles.
Parlons de la diaspora divisée par un boycott controversé des artistes. La crise profonde que traverse Haïti ne se limite pas aux sphères politiques et sécuritaires. Elle engendre également des tensions vives au sein de la population et de sa diaspora. L'illustration la plus récente est une campagne de boycott visant des artistes haïtiens, une initiative qui révèle un profond désarroi et met en lumière des stratégies de lutte totalement divergentes. Allons voir l'origine et l'objectif de la campagne en question. Lancée sur les réseaux sociaux par les influenceurs Minel Best et Jefferson Célestin, connus beaucoup plus sous le nom de Jam Sodba, cette campagne a un objectif clair: faire pression sur les artistes haïtiens qu'ils jugent trop passifs face à la crise qui ravage le pays. Leur but est de provoquer un réveil national et transnational en appelant au boycott de leurs événements culturels à l'étranger. En termes clairs, admettons, selon l'appel lancé par ces influenceurs, admettons tel artiste a un événement et veut vendre des billets, eh bien si vous, à votre connaissance, vous savez que cet artiste n'a jamais rien dit ou rien fait pour aider à résoudre le problème sociopolitique actuel en Haïti, n'achetez pas son billet et faites la promotion auprès des gens de votre communauté pour ne pas acheter son billet. En clair, c'est ce que c'est ce que veulent ces influenceurs. Cette affaire a provoqué une fracture au sein de la communauté. D'un côté, les organisateurs du boycott persistent et signent, menaçant même d'étendre leur mouvement aux États-Unis, pour, selon leurs termes, provoquer un véritable chambardement du système. Ce débat symbolise la fracture d'une société à bout de souffle, désespérément en quête de solutions, mais profondément divisée sur la voie à suivre. Madame, Monsieur, c'est la fin du deuxième segment de nouvelles. Restez branchés, nous vous reviendrons après la pause pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Madame, Monsieur, merci d'être resté jusqu'à présent avec nous. Vous êtes sur RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective. Voici les principaux titres qui seront développés à ce troisième et dernier segment de nouvelles. Modernisation administrative, quelque chose qui va vous intéresser évidemment, vous qui êtes surtout à la diaspora. La direction de l'immigration accélère la délivrance des passeports et annonce une nouvelle carte de voyage numérique. Développement local, un soutien majeur pour les pêcheurs de Belance avec un don de 10 moteurs hors bord pour dynamiser l'économie locale. Diplomatie et santé, Haïti fait son entrée au comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, une reconnaissance sur la scène internationale. Football, en route pour le Mondial 2026, nos grenadiers se rassemblent au Nicaragua pour un match décisif. Parlons de ce qui peut bien vous intéresser, la modernisation de la délivrance des passeports. Dans un contexte de forte demande où la mobilité est devenue une nécessité vitale pour de nombreux citoyens, l'efficacité du service de délivrance des passeports est un enjeu stratégique. C'est un maillon essentiel qui relie Haïti à sa diaspora et répond à une frustration collective face aux lenteurs administratives. La direction de l'immigration et de l'émigration, DIE, annonce aujourd'hui des progrès significatifs pour relever ce défi. Progrès significatifs et réduction des délais. La DIE a enregistré une hausse notable de sa production. Selon les chiffres officiels, plus de 60 000 passeports ont été délivrés aux ressortissants haïtiens résidant aux États-Unis entre janvier et août 2025. Cette performance a été rendue possible par la résorption de près de 45 000 dossiers qui étaient en attente. Cette amélioration s'explique par une coordination renforcée entre Port-au-Prince et la mission diplomatique à Washington. Le résultat le plus tangible
pour les demandeurs est une réduction substantielle des délais de traitement, désormais estimés entre 15 et 22 jours contre plusieurs mois auparavant. Parlons de la transition vers le numérique. S'inscrivant dans une logique de gouvernance électronique, la DIE a dévoilé un projet novateur. l'ICAT, ICAT, un I, un K, un A et un T. Une carte numérique pour les voyageurs. Donc, ce formulaire à remplir en ligne 72 heures avant le départ vise à fluidifier les contrôles aux frontières, améliorer la traçabilité des voyageurs et réduire les risques de fraude documentaire. Cette initiative fait partie d'une réforme plus large, reposant sur 3 piliers. L'amélioration du service de délivrance des passeports, la digitalisation des procédures et l'extension des services diplomatiques pour la diaspora. Pourtant, les défis persistent. Malgré ces avancées, l'administration fait face à la prolifération d'intermédiaires frauduleux, que nous appelons en bon créole des racketteurs, qui proposent des services express illégaux. Pour contrer ce phénomène, la DIE a déployé une nouvelle équipe dédiée à la transparence au sein de l'ambassade d'Haïti à Washington. Les défis demeurent considérables. Il est crucial de préserver l'intégrité des processus, d'éradiquer la fraude et de garantir une équité d'accès aux services sur tout le territoire. Pendant que l'administration se modernise, des initiatives sur le terrain visent à renforcer directement l'économie locale, notamment dans le secteur vital de la pêche. Il y a un soutien stratégique qui a été apporté aux pêcheurs de Belance. Pour la commune de Belance, dont l'économie repose majoritairement sur la mer, la pêche n'est pas seulement une activité, c'est un pilier de la vie communautaire. Une initiative récente vient renforcer ce secteur vital et promet des retombées positives pour toute la population. Un don pour moderniser la pêche. Samedi dernier, 10 moteurs hors-bord Yamaha de 40 chevaux vapeur, de 40 HP, ont été officiellement remis à 10 associations de pêcheurs de la commune. Ce don a été réalisé dans le cadre du projet Innovee, I-N-O-V-E-E, mené par l'ONG suisse Helvetas en consortium avec l'AHAMES, A-H-A-A-M-E-S. Des noms difficiles à prononcer. Le financement a été assuré par l'Union européenne à travers le bureau de l'ordonnateur national du Fonds européen du développement. Des acteurs locaux confiants et reconnaissants. Les autorités locales ont salué l'impact de ce projet. Le maire de Belance lui-même, de Noël Anténor, a souligné que cette initiative renforce les capacités des pêcheurs tout en stimulant l'économie locale. De son côté, l'agronome Adler Lafleur, directeur départemental agricole, a insisté sur l'importance de ces équipements pour accroître la productivité et la sécurité des pêcheurs en haute mer. Dominique Moïse, président de l'Association pour le développement des pêcheurs de Belance, INKAPEB, INCAPEB, a exprimé la gratitude des bénéficiaires, affirmant que ce soutien aura des retombées positives pour toute la population belançoise. Une approche globale et durable. Ce don de moteur s'inscrit dans un programme plus large visant à professionnaliser le secteur. Il est complété par des formations sur la pêche durable, l'installation de dispositifs de concentration de poissons, DCP, et des actions concrètes de protection de l'environnement, telles que le traitement des bassins versants de Pichon et Bel-Air et la protection du littoral. Selon les témoignages des pêcheurs, grâce aux DCP déjà installés, les prises ont considérablement augmenté, leur permettant de ramener de plus gros poissons. Pour garantir la pérennité du projet, un contrat de don a été signé et une formation sur l'entretien et la réparation des moteurs sera bientôt organisée. Ce soutien Madame-Monsieur à l'économie locale fait écho à une autre nouvelle positive pour le pays, cette fois sur la scène internationale où Haïti gagne en influence dans le domaine de la santé publique.
Vous l'avez suivi, entendu, même sur notre chaîne ici, Haïti intègre l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS. L'élection d'Haïti au sein d'une instance de gouvernance régionale est un signal fort. Elle témoigne d'une reconnaissance des efforts du pays sur la scène internationale et lui offre une plateforme pour influencer les politiques de santé qui touchent des millions de personnes dans les Amériques. Il s'agit d'une nouvelle diplomatique majeure. Haïti a été élu au comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, pour un mandat de 3 ans. Donc cette élection a été officiellement saluée par la titulaire du ministère à la condition féminine, entre autres, et aux conditions des femmes, MCFDF, Mme Pedrika Saint-Jean. Au-delà de cette avancée diplomatique, l'actualité de ce lundi est marquée par plusieurs annonces importantes pour votre quotidien. Regardons en bref. Assurance automobile, l'OAVCT accorde un délai supplémentaire. En fait, l'Office d'assurance véhicules contre tiers, OAVCT, annonce une bonne nouvelle pour les automobilistes en retard. Le délai spécial pour la régularisation des polices d'assurance est prolongé jusqu'au 3 novembre 2025. Des conditions spéciales sont offertes. Les propriétaires dont la police est échue depuis 3 ans ne paieront qu'une année d'assurance et ceux dont la police est échue depuis 5 ans paieront 2 années. Attention, après cette date, tout véhicule non assuré depuis plus de 5 ans sera définitivement radié du système. Je ne sais pas ce que cela implique. Est-ce que ce sera bon pour les ferrailleurs, pour faire des réchauds, comme on dit généralement dans notre jargon créole? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais vous qui nous écoutez, si vous êtes propriétaire d'une voiture non assurée depuis autant d'années, eh bien, penchez-vous là-dessus. Bulletin météo, humidité et surveillance tropicale. Selon l'unité hydrométéorologique, UHM, le temps reste humide et nuageux pour le reste de la journée, cette journée que vous allez avoir, avec des averses orageuses possibles, notamment sur le Grand Sud, le centre et l'Artibonite. Donc, la vigilance est de mise sur l'Atlantique. Une zone dépressionnaire est surveillée de près. Elle a 70% de chances de se transformer en dépression tropicale dans les 48 prochaines heures et 80% sur les 7 prochains jours. Le système devrait s'approcher des petites Antilles d'ici jeudi. Point économique, le taux de change du jour. Hier, lundi 6 octobre 2025, le taux de référence de la Banque de la République d'Haïti, BRH, s'établit à 130 gourdes, 69,88 centimes pour $1 américain. Sport. Tel qu'annoncé en début de segment, les Grenadiers se préparent pour la qualification au Mondial 2026. Bravo à eux! L'enthousiasme monte alors que nos Grenadiers entament une phase décisive pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. L'enjeu est de taille et la nation retient son souffle. Certains diraient, on se croise les doigts. Les joueurs de la sélection nationale ont commencé à arriver au Nicaragua pour préparer leur prochain match. La rencontre se tiendra le 9 octobre à Managua, où ils affronteront l'équipe nationale du Nicaragua. Dans la foulée, ils joueront le 13 octobre contre le Honduras. Il s'agira d'un match retour à haute tension, le match aller s'étant soldé par un score nul de 0-0. Pour conclure, Madame, Monsieur, rappelons les principaux titres développés à ce bulletin de nouvelles. Justice internationale. La condamnation de Gérald Nicolas au Canada pour terrorisme, saluée par les États-Unis comme une avancée majeure vers la fin de l'impunité pour ceux qui cherchent à déstabiliser Haïti. Insécurité locale, la ville de Saint-Marc est paralysée par des violences armées, forçant la fermeture des écoles et des commerces dans un climat de panique généralisée. Action gouvernementale, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé inspecte les travaux de revitalisation à Port-au-Prince, affirmant la volonté de l'État de restaurer l'ordre et la vie institutionnelle. Diplomatie et crise humanitaire, depuis Genève, Haïti lance un appel urgent aux Nations Unies pour un soutien accru face à une violence endémique et un plan humanitaire financé à seulement 10%.
À notre deuxième segment de nouvelles, nous avons vu sécurité nationale, le gouvernement renforce la police avec un soutien international, mais le système judiciaire est au bord de l'effondrement. Crise de gouvernance, 2 ministres en fonction sont visés par des accusations de corruption, mettant à l'épreuve la crédibilité de l'État. Fracture sociale, une campagne de boycott contre les artistes haïtiens divise profondément la société et sa diaspora. Et en tout dernier lieu, à ce troisième segment de nouvelles, nous avons vu la modernisation administrative. La direction de l'immigration accélère la délivrance des passeports et annonce une nouvelle carte de voyage numérique. Développement local, un soutien majeur pour les pêcheurs de Belance avec un don de 10 moteurs hors bord pour dynamiser l'économie locale. Et en tout dernier lieu, la diplomatie et santé, Haïti fait son entrée au comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la santé, une reconnaissance sur la scène internationale. Et en football, en route pour le Mondial 2026, nos grenadiers se rassemblent au Nicaragua pour un match décisif. Madame, monsieur, c'est tout pour ce bulletin de RGDE Nouvelles, l'info sans détour et une analyse objective pour ce mardi 7 octobre 2025. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous au prochain bulletin pour continuer à suivre l'actualité ensemble. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour soutenir notre mission, bâtir un pont d'information entre Haïti et sa diaspora. On se retrouve très bientôt pour d'autres nouvelles et histoires qui comptent. Restez connectés. Restez fiers. Au revoir.